Les élèves de primaire, de secondaire, ainsi que leurs parents et souvent leurs professeurs ont dû se mettre à l'enseignement par Internet lors du confinement. Un apprentissage parfois au forceps. Alors, que retenir de ces semaines de cours à distance? Y a-t-il du positif, des erreurs à ne plus commettre? L'e-learning se prête-t-il à toutes les matières ou à certaines seulement? Et d'ailleurs, l'école doit-elle se faire ailleurs qu'à l'école? Les enseignants sont-ils seulement formés à donner cours sur Internet? Peut-on profiter de l'intérêt des jeunes pour les tablettes et les écrans afin de leur apprendre des choses? Bienvenue sur le plateau de Versus, votre émission de débat. Les invités sont tous des acteurs de l'enseignement. Julien Niquez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Face à vous, Véronica Pellegrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école de la Sainte Famille d'Elmet, c'est à Schaerbeek. Un autre pouvoir organisateur représenté ici, Samira Al-Koudbi, bonjour. Vous êtes institutrice de formation, mais vous travaillez maintenant pour la commune d'Uccle, qui a aussi des écoles notamment fondamentales. Et puis, un élève, et oui, parce que ce sont les premiers concernés. Bonjour, Hugo Simons. Vous êtes élève en 4e secondaire et vous êtes actif dans une organisation reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui représente, on va dire, les élèves francophones. D'abord, comment ça se passe pour vous dans votre école? Depuis quelques semaines, vous avez cours par Internet ou bien c'est des vacances un peu anticipées? Pour ma part, je pense que pour ce qui s'est passé depuis le début du confinement, ça a été un peu des vacances anticipées. Parce que j'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir un suivi par rapport à mon école, par rapport à mes professeurs. C'est vrai que oui, j'ai eu quand même certains contacts avec quelques professeurs par mail, mais ça s'est arrêté à là, avec quelques travaux par-ci par-là, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Et oui, ça a vraiment été un peu des vacances plutôt que du travail en continu. Julien Niquez, peu importe l'école, la question est là. Est-ce qu'on devait donner des matières? Est-ce qu'on devait occuper, faire réviser les élèves? Que disaient les consignes finalement du ministère que les pouvoirs organisateurs, les directions d'école ont appliquées en pratique? Donc, il était évidemment prévu de garder au maximum le contact avec l'élève et pouvoir faire un certain renforcement, je dirais, des matières. Donc a priori, pas de matières trop nouvelles, pas de nouveaux apprentissages, mais en tout cas, maintenir évidemment ce lien et ce renforcement. Et comme Hugo l'a dit, les situations ont été variables effectivement entre les écoles, mais même au sein des classes, en fonction des élèves, en fonction des professeurs. Certains ont pu très très rapidement, je dirais, garder un contact, notamment parce qu'ils avaient des facilités avec l'outil d'apprentissage à distance, par exemple. Pour d'autres, ça a été plus compliqué, mais aussi pour les élèves, ça a été plus compliqué. On a bien vu que certains ont eu du mal à rester en contact, certains ont même été carrément, je dirais, perdus. On n'a plus d'accès à un certain nombre d'élèves, et donc ça doit nous faire poser des questions, notamment pour la suite, si le Covid est encore là, dans la suite de l'année, en tout cas pour l'année scolaire prochaine. Et on va parler de la rentrée, mais Véronica Pellegrini, dans votre école, vous me disiez en préparant le débat que le gros du travail pour vous, ça a aussi été de faire en sorte que chacun ait un ordinateur. C'est d'abord pas forcément évident. Il y a quoi? Il y a une fracture sociale? Je pense, donc nous sommes une école située à Schaerbeek, c'est une école à encadrement différencié et donc on a un public varié mais aussi un public un peu défavorisé. Et nous avons la chance dans notre école d'avoir une plateforme numérique, Smart School, qui permet de communiquer entre tous les élèves et tous les professeurs. Mais est-ce que ça fonctionnait déjà avant le confinement? Ça fonctionne depuis 3 ans, okay. Oui. Et donc le gros du travail a été bien de vérifier que tous les élèves soient bien connectés sur Smart School. Par la suite, on s'est rendu compte. Oui, donc à un moment donné, on a eu des élèves qui ont dit mais madame, qui téléphonait, je n'ai pas d'ordinateur, mon ordinateur est cassé, on a un ordinateur pour 5. Et donc le gros du travail était de trouver des ordinateurs. Ça a vraiment été, on a sonné à toutes les portes et on aura réussi, fin de cette semaine, à équiper 50 élèves. Donc on a 650 élèves, on aura réussi à équiper une cinquantaine d'élèves via des associations. Par exemple, Molengeek nous a bien aidés, Leeds, c'est les entrepreneurs actifs de la diversité, des clubs, le Kiwanis, et en dernier lieu, la communauté française, 10 ordinateurs sont arrivés la semaine dernière. Alors, parce que moi, ce que me disaient certains professeurs que j'interrogeais en préparation du débat, ils me disent, mais tous les jeunes n'ont pas d'ordinateur à la maison, on le croit, mais ils ont tous un smartphone et ils sont dessus tout le temps. Alors, est-ce que ça, c'est un canal pour communiquer et pour renseigner, voilà, peut-être Mme Pellegrini là-dessus. Est-ce que c'est un moyen pour garder le lien social, c'est primordial. Ouais. Parce que, bon, oui, mais est-ce qu'on peut faire passer une leçon, envoyer des voilà, à télécharger? Donc, non, ça c'est pas possible, c'est difficile. Certains le faisaient, certains élèves qui n'avaient pas d'ordinateur
travaillait sur une feuille de papier, faisait une photo, l'envoyait au professeur. Mais c'était compliqué. Mais c'était primordial pour garder le lien social, parce que les élèves ont besoin de ce... On n'a pas voulu les abandonner. On a gardé ce lien via différents canaux, WhatsApp, les réseaux, ce genre de canal. Le CEF, dont vous êtes administrateur, a fait une enquête. Il a sondé différents élèves dans différentes communes, dans différents quartiers, différents niveaux sociaux. C'est quoi le ressenti que vous avez à ce stade, après, on va dire, presque 3 mois d'arrêt d'école et de cours à distance, quand il y en avait? Donc ici, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Donc, pour commencer, on a sondé plus de 5000 élèves. Donc on a eu 5000 réponses pour le sondage. Donc on a 4913 élèves qui viennent d'écoles différentes. On a un élève sur 2 donc, qui ressent des émotions négatives par rapport au confinement et par rapport au fait de sur 2, c'est beaucoup quand même. C'est énormément. On a 76,7% des élèves qui pensent que le travail à domicile ne devrait porter que sur des révisions et donc non sur de la nouvelle matière comme ça avait été dit. Alors je fais une parenthèse, Julien Nicaise, est-ce que c'est tenable si en septembre on a une deuxième vague, est-ce qu'on peut se permettre de dire de nouveau, finalement les élèves vont quitter l'école en mars, en septembre ils reprendront peut-être 2 jours par semaine parce qu'on annonce un retour du contrôle de l'obligation scolaire, mais si c'est 2 jours par semaine, de leur dire vous aurez quelques révisions, un peu de matière neuve, est-ce que c'est réaliste ça en septembre? Pour moi ce n'est pas tenable effectivement de faire ce qu'on a fait ici pendant les quelques semaines, durant plusieurs mois l'année prochaine. Ce qu'il faut absolument, c'est que l'ensemble des élèves rentrent, donc toute année confondue pour moi, ils doivent rentrer, pas nécessairement tous les jours, si jamais les règles sanitaires ne le permettent pas, ça ne doit pas être tous les jours, mais ça doit être en tout cas toutes les années pour moi, et pas faire comme on a fait ici dans l'urgence, certaines années plutôt, de manière à ce qu'il y ait un contact physique, 2 jours, 3 jours semaine, en fonction de ce qui sera permis, pour qu'on puisse avoir cet enseignement à distance finalement qui se fait de manière beaucoup plus étalée, en tout cas sur les jours. Vous pouvez beaucoup plus facilement dire aux élèves voici la leçon pour après-demain, plutôt que de dire pendant plusieurs semaines voici les leçons que je vous envoie les unes derrière les autres. Ça n'est pas la même chose. Je reviens vers Hugo Simons et cette enquête du CEF. Finalement, qu'est-ce qui a manqué aux jeunes le plus quand vous regardez le ressenti? Est-ce que c'est le contact simplement social avec le professeur? Est-ce que c'est l'encadrement vraiment pédagogique? Est-ce que c'est le fait de savoir que l'école pense à eux? Qu'est-ce qui ressort finalement fondamentalement de cette enquête? Je pense que ce qui ressort le plus, c'est le fait que les élèves manquent d'énormément de choses, manquent de contacts sociaux avec leurs amis, avec leurs professeurs. Si je reviens pour ma part, moi, j'ai eu vraiment très 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 peu de contacts avec mes professeurs. Via les réseaux sociaux, j'ai gardé contact avec mes amis via les réseaux, mais c'est vrai qu'au niveau scolaire, j'ai vraiment eu l'impression d'être totalement perdu, et je le suis toujours parce qu'on n'a pas encore terminé avec cette année, et les résultats pour ma part ne sont pas encore tombés pour cette fin d'année. Mais oui, je pense que c'est ce qui a le plus manqué à tous les élèves, c'est ça, c'est ce contact, et de pouvoir garder ces relations humaines. Madame Koudbi, on vous a pas beaucoup entendu, je m'en excuse, mais quand on préparait le débat, vous me disiez, moi j'ai vu des enseignants faire un bond en avant en matière de maîtrise de l'Internet de plusieurs années. Mais avant, vous me disiez tout ça. Est-ce que vous, quand vous avez fait vos études d'institutrice, vous avez été en classe pendant 23 ans, oui. Est-ce que vous a appris ça, à donner cours, à faire de l'e-learning, à utiliser l'informatique, l'Internet? Alors j'ai été institutrice pendant 23 ans, donc effectivement à l'époque, il y a bien longtemps de cela, effectivement, nous n'avions très très peu de cours en informatique, évidemment. Et depuis, est-ce que ça a évolué? Des choses, oui, ça a évolué, oui, clairement. Je pense que dans les écoles normales, dans les cursus, il y a clairement des bagages qui sont proposés aux étudiants. Il n'empêche qu'il y a quand même des lacunes, malgré tout, et on le constate aussi avec nos jeunes recrues que nous avons. Il y a malgré tout des personnes qui ont à la fois des craintes et à la fois des difficultés à utiliser l'outil. Et donc notre défi à nous en tant que pouvoir organisateur, ça a été assez rapidement de pouvoir fournir quelques outils à disposition, des choses assez simples à mettre en place assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les enseignants qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là maintenant pour les quelques semaines qui restent, ou si en septembre on a quelque chose? Chacun va devoir donner une idée de quelque chose qu'on peut mettre en place relativement facilement. En tout cas, faire preuve de créativité, certainement.
C'est sûr. Ici, dans les outils qu'on a pu mettre en place, ici, on a beaucoup fonctionné à travers des tutos, des capsules vidéo qu'on a envoyées aux enseignants. Et ces tutos permettent aux enseignants de pouvoir utiliser un outil quelconque. On parle d'une plateforme telle que Office 365. Voilà, je ne sais pas si je dois citer encore d'autres outils de ce type. Mais donc faire des tutos, c'est faisable. Oui. Madame Pellegrini. Des formations sont en cours, je pense, pour aider les enseignants à utiliser toutes ces des plateformes numériques et des outils, des capsules vidéo. Je pense qu'il faut vraiment varier les méthodologies. Est-ce que toutes les matières peuvent être enseignées en ligne? Julien Niquez a l'air sceptique. Les cours en ligne, c'est pour l'histoire, mais peut-être pas pour apprendre une équation à trois inconnus à des adolescents? En tout cas, vous avez d'abord tout l'enseignement qualifiant et tout ce qui concerne les épreuves pratiques, je dirais, les formations pratiques qui, pour un très grand nombre d'entre elles, ne peuvent pas se faire à distance. Bien sûr, on peut utiliser des tutos, ce genre de choses. On peut pallier en partie, mais pas pour tout. On ne peut pas faire un atelier. On ne peut pas faire un atelier. Et puis surtout, et c'est valable aussi avec l'enseignement à distance en général, il y a un certain âge avant lequel l'enfant n'est pas capable, n'a pas l'indépendance de la capacité, les maternelles évidemment, mais aussi une grande partie des primaires. On parlait tout à l'heure de l'importance du smartphone pour maintenir le lien. Nous, on a constaté dans certains milieux, par exemple, que c'était plus compliqué encore de maintenir le lien avec les plus jeunes enfants parce qu'il n'y avait pas le smartphone, par exemple. Bon, mais alors à partir de quel âge on peut commencer à demander aux enseignants, pas aux instituteurs, ou peut-être à certains instituteurs, institutrices en fin de primaire d'utiliser à partir de quel âge? Je pense que ça c'est possible, mais il faut toujours garder en tête que qui est en face de nous? Est-ce qu'il y a des ordinateurs à disposition à la maison? Et est-ce que les parents eux-mêmes sont à même d'aider la famille et sont à même d'aider l'enfant pour, par exemple, est-ce qu'il faut imprimer une feuille, ce genre de choses? C'est tout ça qui doit être pris en compte. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué d'avoir une seule et même réponse globale. Est-ce qu'il y a des matières qui se prêtent mieux à l'e-learning? J'ai quand même cette question-là. Madame Pellegrini. Oui, je pense. Je voudrais réagir aussi par rapport les premières secondaires. Nous, on a éprouvé des difficultés avec les premières secondaires. Le suivi était beaucoup plus difficile. Les 6e, 5e, 6e secondaires, il n'y avait pas de souci. Un peu plus de difficultés aussi avec les élèves de technique. Nous avons quelques sections techniques aussi. Plus difficiles parce que ce sont des jeunes qui ont besoin de plus de concret. Quant aux matières, certains professeurs ont constaté qu'il était plus difficile par exemple pour des matières telles que les langues, le latin, pas tellement pour les mathématiques, etc. Parce qu'il y a aussi les processus de classe inversée, donc où on peut voir une partie... On y reviendra, mais donc voilà. Mais donc vous dites le processus de classe inversée, expliquez pour les gens qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement. Donc, toute une partie de la matière peut être enregistrée, on peut faire des petites capsules vidéo que l'on envoie à l'élève. L'élève regarde ça chez lui, à la maison, bien entendu s'il a du matériel à disposition, et il peut le revoir plusieurs fois, il peut l'intégrer plusieurs fois, et ensuite il revient à l'école, et là on passe au travail pratique. Donc la classe inversée, en fait, on donne d'abord la matière, et puis après on en parle. Est-ce que vous avez eu ça, Hugo Simons, dans votre école? Des classes inversées, vous? Non, comme j'ai dit, moi j'ai quasiment pas eu de suivi, mais pour ma part, moi je suis dans une option technique, donc je fais de la photographie argentique, donc ça nécessite un laboratoire, une chambre rouge, des appareils photo, un professeur. Mais donc vous avez aussi des cours d'histoire, de géographie, de français, et également. Ça pareil, juste pour donner une idée, j'ai eu aucune nouvelle de mon professeur de maths de toute durée du confinement. J'ai aucun mail, aucun contact, rien du tout. Et c'est pas le seul professeur avec qui j'ai eu ce problème. Donc, Alors, Madame Koudbi, vous avez participé à importer en Belgique, si je puis dire, une initiative qui s'appelle la TWICT. Oui. On peut peut-être la voir, je me tourne vers la régie, à l'écran. Expliquez-nous ce que c'est et on aura les exemples à l'image. Allez-y. La TWICT est un dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe. Donc, c'est une manière très précise d'enseigner et d'apprendre l'orthographe. Et donc, ça a pour spécificité d'utiliser le réseau social Twitter. Donc on fait une dictée normale et puis on corrige sur Internet. Alors on a les exemples, là on peut les lire. Un seul « et » à poser. Exactement. Car c'est un adjectif qui s'accorde avec le nom masculin singulier regard. Est-ce que ça c'est quelque chose qui fonctionne ou c'est juste de l'ordre du gadget pédagogique? Ça fonctionne très très bien. En tout cas moi j'ai participé à 4 saisons, donc on est la saison 6 de la TWICT cette année. Moi j'ai participé en tant qu'institutrice primaire à 4 saisons. Je l'ai expérimenté avec mes élèves et donc effectivement ça donne d'excellents résultats. Maintenant pendant cette période de continuité pédagogique à assurer, la TWICT elle-même, le dispositif TWICT a dû s'adapter.
Donc on ne peut pas poursuivre l'actualité dans une période de confinement telle que nous l'avons connue. Et donc on a dû se réinventer et proposer d'autres pistes pour faire en sorte que les enfants puissent malgré tout poster ce que vous voyez là maintenant. Ce sont des tweeties. Donc ce que vous avez vu, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la seule chose qui apparaît sur Twitter, c'est une justification orthographique. Mais pour le reste, l'actualité, ça demande tout un dispositif, tout un travail en présentiel qu'on ne peut évidemment pas faire ici en période de confinement. Et donc moi, ma question, je parle un peu comme un vieux ici, mais est-ce que quand on voit l'intérêt des jeunes pour les écrans, je le répète, les tablettes, les smartphones, ils sont connectés en permanence, est-ce que c'est pas une évidence qu'on doit en faire quelque chose pour leur apprendre les cours, je veux dire, traditionnels, ou bien non, l'école, ça doit se faire à l'école, la classe, c'est en classe. Qui a un avis là-dessus ? Julien Niquez. Moi, je pense que c'est mixte. En fait, il faut utiliser les deux. Je pense que le smartphone... Donc ça veut dire qu'on doit rattraper un vrai retard là aujourd'hui en termes Oui, mais imaginons même en période hors Covid, je pense qu'effectivement l'usage de tout ce qui est informatique aujourd'hui est tout à fait indispensable dans les apprentissages. Et donc, comme on l'a dit, nos enseignants, en tout cas une partie d'entre eux, doivent encore mieux se former, mieux se préparer à cela. Mais jamais, évidemment, la distance ne pourra remplacer totalement l'ensemble des éléments positifs, notamment au niveau de la socialisation, je pense, de venir à l'école, bien entendu. Pourtant, l'OCDE, cet organe international qui se penche souvent sur les matières d'enseignement, a des avis parfois un peu sceptiques sur l'e-learning en disant ça fonctionne, mais si les professeurs sont vraiment très bons, très entraînés, très habitués, alors est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir profondément dans le cursus de formation des enseignants ? Madame Coudby, vous opinez du bonnet, les autres sont d'accord ou pas ? On peut ne pas être d'accord. Au niveau de la formation des enseignants, effectivement, là, il y a des choses qui sont importantes à mettre en place, clairement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la formation des enseignants ? Une formation rigoureuse, justement, en matière d'outils numériques à mettre à disposition. Il y a beaucoup de choses qui se font, donc il y a des événements, des salons, il y a un tas de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, mais donc évidemment, ça se fait à l'initiative de l'enseignant. Et donc il y a énormément de choses extrêmement positives, mais malgré tout, je pense qu'au niveau de la formation des enseignants, il y a peut-être encore des choses à améliorer, clairement. Ce qu'on constate, c'est que ce sont souvent, je dirais, les enseignants qui sont déjà les mieux formés, les mieux préparés, qui vont encore plus se former et encore plus retourner vers ces différents outils. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment la petite frange d'enseignants que nous avons qui sont encore, je dirais, réfractaires à l'utilisation de l'outil Internet de manière générale. Il faut pouvoir dédramatiser avec eux. Par exemple, simplement leur montrer qu'organiser une réunion en visioconférence sur Zoom ou sur n'importe quel autre outil de cet ordre-là, on vous l'explique en un quart d'heure. Vous voyez, il y a des petites choses simples qui sont capables de faire passer, qu'on doit être capable de faire passer aux enseignants pour dédramatiser vraiment le rapport que certains ont encore avec les outils informatiques. Madame Pellegrini, si vous dites à vos enseignants, tiens, sur le mois de juin là, qui est bien entamé, et peut-être un peu en juillet, un peu en août, on va vous former parce qu'en septembre, il va falloir donner des cours en ligne, est-ce que ça va passer ou bien c'est... On avait prévu au départ d'inviter la CGSP, on manquait de place sur le plateau, mais je ne suis pas sûr que les syndicats seraient ravis qu'on dise aux enseignants, tiens, on va vous prendre quelques jours en juillet, en août pour vous former à une rentrée différente en septembre. Non, mais il y a des professeurs qui se forment aussi par eux-mêmes, comme dit monsieur. Oui, non, mais monsieur parlait des réfractaires. Donc, est-ce que les réfractaires... Et donc, les réfractaires, je pense qu'il faut passer par la contagion positive, comme je dis toujours. Un professeur va montrer à un autre, mais oui, viens, je vais te montrer, ça marche. Nous sommes équipés, nous avons presque dans toutes les classes des TBI. Quand on a commencé avec les TBI, les tableaux interactifs, c'était quelques professeurs. Puis, au fur et à mesure, un professeur montre à un autre. Quand on a commencé avec notre plateforme Smart School, c'était presque la révolution dans l'école. Et puis un autre. Et puis, ils se sont rendus compte, maintenant, tout le monde est content. Tout le monde l'utilise. Petit à petit, je pense qu'on peut y arriver en s'aidant avec les uns les autres. Je pense personnellement que les enseignants sont demandeurs aussi. Ici, dans notre PO, on a mis en place un questionnaire que nous avons diffusé auprès de nos enseignants. Donc, à l'échelle de notre PO, une dizaine d'écoles, et on a envoyé ce questionnaire à l'ensemble des enseignants. Et ce qu'il en ressort, c'est d'abord énormément de retours très positifs. Mais les enseignants sont en demande. Ils sont en demande de formation, ils sont en demande d'outils, ils sont en demande d'être accompagnés. Donc, réfractaires, oui, il y en aura certainement quelques-uns, c'est sûr. Mais je pense que pour l'ensemble, les enseignants sont tout à fait conscients du fait qu'on a vécu quelque chose ici de tout à fait exceptionnel et qu'il est important, en tout cas, de faire preuve de créativité et d'utiliser ces outils qui seront mis à notre disposition et qui permettent en tout cas d'atteindre l'enfant. Hugo Simons, quand vous entendez les professionnels en renseignement, ils font écho à ce que disent les élèves, notamment ce que vous avez recueilli au CEF, ou bien vous avez plus de réfractaires dans vos retours ? Non, c'est vrai qu'on est surtout les élèves sont principalement ouverts à l'enseignement via une plateforme. Les élèves maîtrisent fort mieux les tablettes que leurs professeurs ou Je pense que oui, on doit peut-être un petit peu mieux les maîtriser que les professeurs, mais oui, je pense qu'on est un peu tous ouverts, et moi le premier à pouvoir utiliser ce genre de plateforme. Ça permet
ça permet d'être un peu plus cool et d'avoir une autre manière d'enseigner. Et je pense que le Covid a eu un peu de bon là-dedans pour permettre peut-être de se lancer là-dedans. Alors il y a quand même une fracture qui reste quand même et qui revient souvent, on en a un peu parlé au début, c'est l'accès aux ordinateurs. Est-ce que c'est pas de toute façon illusoire? Est-ce que cette barrière-là sera pas toujours telle, parce que si on commence à vraiment développer l'e-learning, et bien à un moment donné, il faudra vraiment que tout le monde ait un ordinateur, et donc ce sera une espèce de flux continu, il faut les remettre à jour, ces machines-là. Alors est-ce qu'on ne se pose pas un problème social, et que c'est pas ça, fondamentalement, la raison de la primauté du cours en présentiel? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas aussi tenir compte de cet élément-là? Julien Nicaise? Si, je suis assez d'accord, le présentiel doit rester la règle pour moi, absolument. Maintenant, clairement, il y a des efforts qui sont faits. Ça pourrait être quoi la bonne marge dans un monde hors Covid, quoi. Comme le télétravail, 2 jours de télétravail par semaine maximum. Je pense que la bonne marche, c'est tous les jours à l'école, malgré tout, mais avec un certain nombre de choses qui peuvent se faire sur les plateformes, via les différents outils, y compris en classe. On peut aussi utiliser les outils en classe, c'est aussi utile. Maintenant, la question des ordinateurs est importante, effectivement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises ces dernières semaines, évidemment, pour trouver des ordinateurs un peu partout. C'est important aussi de faire attention à la qualité des ordinateurs qu'on trouve. Beaucoup d'entreprises, par exemple, déclassent des ordinateurs pour les offrir aux écoles, c'est très bien. Encore faut-il évidemment que ce soit des ordinateurs de qualité. Quand vous déclassez un ordinateur après 2 ou 3 ans pour le donner à des élèves, ça va. Si c'est des ordinateurs qui ne sont plus utilisés depuis 10 ans et qui sont rangés dans une armoire, évidemment, ça ne sert à rien, c'est encore pire que bien. Ça. Oui, d'autant qu'on parle des ordinateurs, mais enfin, des retours que nous on a eu, on demande aux parents d'avoir un ordinateur, mais il faut aussi un scanner, parce que parfois certaines écoles demandaient qu'on renvoie la preuve que les documents sont bien remplis. Il faut une imprimante, c'est du papier, c'est de l'encre, c'est des coûts. Bon, c'est un matériel que tout le monde n'aura jamais. Il n'y a jamais tout le monde qui aura ce matériel. Mais ça, par exemple, si on forme convenablement les enseignants, on peut leur montrer qu'il y a des petits outils, même gratuits, qui permettent d'échanger et de remplir à 2, je dirais, la même feuille, sans devoir l'imprimer, sans devoir ça, c'est tous des petits trucs, je dirais, qu'on doit acquérir. Il y a un programme à ce niveau-là, à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour enseigner de masse, si je puis dire. Alors, il y a des formations qui existent en formation continue dans le temps normal, je dirais. Et puis ici, à cause de la période Covid, le gouvernement nous annonce que dès la fin du mois d'août, il y aura un ensemble de tutos, un ensemble de formations qui seront disponibles pour les enseignants en plus. Et puis, au niveau des pouvoirs organisateurs, nous développons aussi chacun des initiatives pour aider nos enseignants à se mettre à niveau le plus rapidement possible. On va bientôt terminer cette émission. Je voudrais quand même encore vous demander simplement à chacun une mesure concrète qui peut être mise en place avant la fin de cette année pour aller dans le sens d'un e-learning peut-être plus efficace ou au contraire éviter de tomber dans un piège. Qui a une idée concrète, peut-être Hugo Simons pour commencer? Mais je pense que oui, pour commencer, ce serait de mettre à la disposition de chacun, et j'applaudis d'ailleurs Madame qui a quand même fait en sorte de frapper à beaucoup de portes pour pouvoir faire en sorte d'équiper ses élèves, parce que il y a très peu d'écoles qui l'ont fait, je pense, et donc je pense que oui, mettre à la disposition de chacun du matériel qui permet de pouvoir télétravailler de chez soi, je pense que c'est pour commencer, je pense que ce sera déjà bien. Véronica Pellegrini, qu'est-ce que vous allez faire, à quoi vous allez vous atteler d'ici à la fin d'année? Il y a les conseils de classe à tenir comme on peut, mais pour faciliter l'e-learning. La formation des enseignants, je dirais, je les encourage à se former pendant l'été. Et puis, oui, le matériel est nécessaire pour pouvoir travailler. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Julien Nicaise, vous avez un groupe organisateur. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose dans cet énorme paquebot? Pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, je pense qu'on doit doter chaque école, une grande partie d'entre elles l'ont déjà, mais celles qui n'en ont pas encore, de plateformes collaboratives comme on a évoqué ici aujourd'hui, je pense que c'est important. Et Samira Al-Koudbi, vous qui êtes un peu une geek ici de l'enseignement, qu'est-ce que vous allez encore pouvoir mettre en place à la commune d'Uccle? Voilà, je pense que oui, ici en tout cas, notre cheval de bataille, ça va être la formation et c'est assurer en tout cas une plateforme, mettre à disposition cette plateforme pour les enseignants. Mais donc le maître mot pour nous, ça reste encore l'accompagnement et les enseignants sont tout à fait demandeurs. Et voilà qui conclut ce numéro de Versus. Merci de nous avoir choisi. La semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités, d'autres questions.